Salut les Hanako, oui c'est un petit nom japonais et ici en l'occurrence c'est celui d'un poisson koi qui a battu un record de longévité. Écoutez bien puisque cette poiscaille a vécu de 1751 à 1977, soit 226 ans. Voilà, elle a vu à la fois la Révolution française et en même temps le lancement des premiers ordinateurs d'Apple. C'est pas incroyable ça? Bah si, mais pourquoi on parle d'une carpe? Disons que peu importe le temps qu'on passe en vie, à un moment il faut bien passer l'arme à gauche, casser sa pipe, finir 6 pieds sous terre. Bref, on crève quoi. Et ça c'est pour tout le monde pareil. Mais même si on a conscience de notre propre finitude, on ne sait pas vraiment à quoi elle correspond. Bah oui, vous pouvez en dire quoi vous concrètement de la mort? Bah ça peut faire mal et puis après on n'existe plus, enfin je crois. Oui, c'est bien ce que je pensais. À part dire que le cœur s'arrête de battre et qu'on ne peut plus continuer à vivre, on ne sait pas toujours bien expliquer le phénomène, qui est pourtant au cœur de nos existences. Combien de temps ça prend de mourir par exemple? Pour les tutocéans, bah par exemple pas longtemps. Parce que oui, même une fois que la vie a quitté l'organisme, ce sont des millions et des millions de réactions chimiques qui se mettent en place, jusqu'à ce que le corps redevienne poussière. Et ici, exceptionnellement, pas de sondage. Bah oui, écoutez, on sait déjà que notre cobaye préféré va mourir. C'est pas vraiment le même suspense, quoi. Donc qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous une fois que tout s'est arrêté? Comment évolue une dépouille? Et au bout de combien de temps d'ailleurs ne sommes-nous plus qu'un squelette? Eh bien justement, est-ce que tu peux nous montrer, Gustave? Allez, sois sympa, je suis sûr que tu sentiras rien du tout. Bon, ok, on va lui causer une petite crise cardiaque, histoire de faire les choses en douceur. Bon, l'avantage c'est que cette fois, il n'aura pas besoin d'angoisser pour savoir s'il va survivre à la fin. Non, on sait qu'il va mourir. Là, c'est réglé. Bien voilà, Gustave, tu es sur le point de mourir. Oui, je sais, ça pique un peu, t'as une sensation de pression sur le cœur peut-être. Voilà, tout est terminé. Bon, oui, je sais, ça fait un peu de la peine, mais bon, dépêchons-nous d'observer ce qui se passe pendant que le corps à Gustave est encore tout frais. Et essayons de comprendre, mourir, ça fait quoi? Nous voici quelques secondes après l'arrêt cardiaque de Gustave. Et attention, il n'est pas encore tout à fait mort. Avec de l'assistance et de la chance, le processus est encore réversible. Son cœur pourrait redémarrer. Mais bon, disons que là, c'est pas le but poursuivi quoi. Ouais, on va le laisser crever quoi. Non-assistance à personne en danger, ça te parle? Ouais, mais c'est pour la science, tu peux pas tester. Laisse faire et observons ce qui se passe un peu. Quand on le voit comme ça, on pourrait juste se dire qu'il fait une petite sieste, entre deux fougères. Mais en réalité, sa circulation sanguine vient de s'arrêter, en même temps que son cœur. Et le sang, bah vous voyez, c'est un petit peu notre sérum vital quoi. C'est ce qui transporte nos globules rouges, notre oxygène, etc. Et avec la défaillance du cœur, ce sont tous les autres organes qui, petit à petit, commencent à manquer de cette divine substance rouge quoi. Ils risquent donc de lâcher les uns après les autres. D'ailleurs, avec le cœur, c'est aussi la respiration de Gustave qui s'est arrêtée. Et sans oxygène, le cerveau passe en mode survie en moins d'une minute pour garder les quelques forces qui lui restent. Et en même temps rester actif le plus longtemps possible, au cas où la machine redémarrerait. Comme s'il se mettait en veille en fait? Oui, on peut dire ça. Les communications entre neurones sont réduites à minima. L'activité électrique n'est plus présente. Bon, on va pas se mentir, ça sent quand même la fin. 5 minutes après la mort, le cerveau est toujours vivant. Mais il ne tient plus, il n'a plus de force. Il va donc libérer d'un coup l'énergie qu'il avait stockée et qui lui restait en réserve. Et ça se traduit par un pic d'activité électrique, un peu comme le dernier souffle d'un mourant. Et une fois ce pic passé, eh bien là, c'est bel et bien grillé quoi. Les neurones ensuite commencent à se décomposer et à mourir définitivement. Bon, à ce stade, les lésions au cerveau sont irréparables. Quant au reste de l'organisme, eh bien tout fout le camp. Sans oxygène, l'acidité du CO2 qui s'est accumulée va libérer des enzymes qui vont alors attaquer les cellules depuis l'intérieur. En fait, le corps commence à s'auto-digérer. C'est ce qu'on appelle l'autolyse. Quand ce processus démarre, il reste une trentaine de minutes au foie avant de lâcher. Il sera ensuite suivi du pancréas, des reins et du reste des organes. Et pourtant, ça ne fait que 5 minutes que le cœur de Gustave s'est arrêté. Le corps est encore chaud, la vie vient à peine de le quitter. 5 minutes avant, il pétait la forme et il était en train encore de faire du jardinage. Mais désormais, difficile d'espérer un miracle. Bon, cela fait maintenant 2 heures que le cadavre de Gustave gît au fond de son jardin. Et là, on en est où? Ça ressemble à quoi encore après ce laps de temps? Ah oui, il a pas bonne mine. Il a même carrément changé de couleur. C'est simplement parce que son corps a commencé à refroidir. Vous savez que la température normale d'un corps vivant est bien portant se situe entre 36 et 37,8 degrés. Et bien, au bout de 1 à 2 heures, un cadavre perd environ 1 degré par heure, jusqu'à s'ajuster à la température ambiante. Et c'est ce refroidissement qui donne la fameuse pâleur cadavérique. Vous savez, cette jolie teinte de peau pâle et bleutée. D'ailleurs, il y a un petit détail dont il faut que je vous parle. En mourant, eh bien, les muscles se relâchent. Tous les muscles. Et les sphincters en font partie. Est-ce que vous voyez où je veux en venir?
Ah bah voilà, bravo. Regarde-moi ça, il en a mis partout. Bon écoutez, on a fait ce qu'on a pu pour vous épargner une image nauséabonde. Mais la vérité c'est que les sphincters sont très sensibles au manque d'irrigation. Irrigation sanguine, on précise, hein. On n'est pas sur des champs de maïs là. Donc rapidement, ils se vident et libèrent la matière fécale et l'urine qu'il restait dans l'organisme. Voilà, du bon gros caca quoi. Ça me fait plaisir de pouvoir le dire comme ça, comme la nature est bien faite. Mais ce n'est pas tout. Si vous observez bien, vous remarquerez que Gustave n'est pas seulement pâle, il a aussi rougi à certains endroits. Ce sont ce qu'on appelle des lividités cadavériques. Ça peut être un peu rouge, pourpre, violet, bleu. Ouais, c'est coloré quoi. En fait, c'est dû au sang qui ne circule plus et qui reste dans le corps. Désormais simplement soumis à la gravité, il va s'accumuler dans certaines parties du cadavre et stagner pour former ces superbes taches qui resteront visibles pendant au moins une douzaine d'heures. Et en plus de tout ça, notre pauvre Gustave commence à se rigidifier. Ses articulations deviennent difficiles à manipuler. Son corps perd de sa souplesse. Mais pourquoi ? Eh bien parce que le calcium s'accumule dans les cellules des muscles et ils se tendent en partant de la nuque, des paupières et de la mâchoire, pour descendre jusqu'aux extrémités, comme les doigts de pied, qui se recroquevillent. Sa peau est déshydratée et se rétracte, ce qui laisse ressortir ses poils et donne l'illusion que ceux-ci continuent de pousser après sa mort. Au moins il sera mort avec une superbe moustache. Ah oui, ça je vous l'ai pas dit, mais en fait ce petit bruit, c'est l'air qui s'échappe du corps et des poumons. Ça peut faire vibrer ses cordes vocales, alors qu'il est mort, hein, et émettre un petit grognement. Bon, ce n'est pas grand chose, mais venant d'un Maccabée, oui, ça peut surprendre. D'ailleurs, ce genre de surprise a pu contribuer à renforcer certaines légendes, comme celle par exemple des morts vivants. Bah c'est sûr que si vous vous mettez dans la peau d'un médecin légiste au XVIe siècle, et que là vous entendez le Maccabée grogner et péter, bah c'est sûr que vous vous demandez si c'est pas un mort vivant. Voilà, ça fait 48 heures que Gustave est mort. Et là, désolé de vous le dire, mais on est sûr qu'il reviendra pas. Et c'est maintenant que les vraies joyeusetés débutent. Par exemple, est-ce que vous voyez cette tache verte qui est apparue en bas de son abdomen? C'est l'un des signes que le travail de putréfaction a commencé. En gros, le corps commence à se décomposer et entame son tout dernier voyage. Lorsqu'un être humain meurt, les bactéries présentes dans son système digestif ne sont plus régulées par le système immunitaire. Elles commencent donc à attaquer l'environnement dans lequel elles évoluent, à savoir le côlon et les intestins. Et en à peine 2 jours, elles se sont répandues à l'intégralité des organes qu'elles commencent à dévorer petit à petit. Et tout ce travail de bactéries qui bouffent Gustave de l'intérieur, ça produit des gaz. Du coup, le résultat, c'est aussi que le ventre de notre copain est tout gonflé. Sa peau se décolle un peu par endroits. Et son visage est plutôt bouffi. Pauvre vieux, là c'est sûr qu'on l'a connu un peu plus fringant. Bon, vous l'aurez compris, la putréfaction, c'est vraiment le moment de toutes les réactions dégueu. Il y a des liquides qui suintent, la peau qui devient verdâtre, qui se noircit, la graisse se liquéfie, ça fait des bulles. Bref, mieux vaut éviter de regarder trop près. D'ailleurs, vous remarquerez que les illustrations sont le moins explicites possible. Et d'ailleurs, en parlant de regarder, le regard de Gustave est un peu fade maintenant. Depuis sa mort, le blanc de ses yeux séparé d'une teinte gris-bleu. Bon, ça fait un peu zombie, on va pas se mentir, mais à ce stade, il y a encore pire. Oui, parce que désolé Gustave, mais tu commences là à sacrément schlinguer. Bah évidemment là, il y peut rien. Et il paraît que l'odeur d'un cadavre en putréfaction ressemble à celle d'un fromage fort, ou d'un beurre rance, ou de moi après 2 jours. Je vous laisse imaginer, hein. Parce que en plus, maintenant que le corps s'est bien refroidi, notre copain Gustave n'est plus tout seul. Mais regardez, il s'est fait plein de nouveaux potes. Et oui, les insectes débarquent et leur action va être plus dévastatrice que tout le reste. En effet, les réactions chimiques qui se produisent dans les cadavres au moment du début de la décomposition exhalent une odeur imperceptible pour l'homme, mais qui attire les insectes et particulièrement les mouches. Si le corps n'est pas conservé dans un endroit clos et hermétique, elles pondent près des orifices du corps. Leurs asticots pourront ainsi pénétrer facilement à l'intérieur afin de s'en nourrir. Ouais, là ça devient vraiment dégueu, donc on va le laisser reposer encore un peu, et on va revenir plus tard. 2 semaines ont passé depuis le tragique décès de Gustave. Et vu l'état dans lequel on l'a laissé, eh bien j'ose même pas aller voir. Oh bah si, vas-y, de toute façon au point où on en est... Bon d'accord, mais on va essayer de faire ça proprement. Bon vous pouvez le voir, hein, là les vers ont déjà digéré plus de la moitié de la dépouille de Gustave. Ah mais regardez-moi ça, il manque des bouts, ses poils et ses cheveux sont tombés. Non vraiment là, il y a plus grand chose à sauver quoi. C'est un petit peu de la bouillie quoi. Donc on va essayer de pas trop s'attarder dessus. Mais dans d'autres conditions, notre ami aurait pu avoir l'air un peu plus frais. Si Gustave est si mal en point, c'est aussi parce qu'il est resté ici, dans son jardin, à l'air libre, en proie aux insectes et aux intempéries. Mais dans un cercueil fermé, bien à l'abri, son corps serait resté en bon état pendant des années avant de se décomposer de la sorte. Juste le processus serait plus lent. Bref, tout est bien mort chez lui. À part peut-être quelques cellules souches actives encore dans les muscles. C'est en tout cas ce que démontre une étude menée en 2012 par des chercheurs de l'Institut Pasteur, et qui prouve que certaines de ces cellules sont capables, en réduisant leur métabolisme au minimum, de survivre pendant 17 jours à l'intérieur d'un cadavre. Au bout d'un mois de décomposition à l'air libre, il n'y a
plus grand chose à décomposer justement. Là, on ne le reconnaît même plus, ce petit Gustave. Ça pourrait être lui ou Johnny Hallyday, là on n'en sait rien. Les insectes, vers et asticots ont totalement bouffé le cadavre et mis à jour le squelette. Il ne reste que les os et les ligaments en gros. Mais encore une fois, c'est parce que Gustave a été laissé là, sans protection et en pleine chaleur. Ouais, enfin tu l'as abandonné comme une merde en fait. Bah écoute, en même temps, ça fait 30 jours que personne ne se préoccupe de lui. Je veux dire, à un moment, il y a l'odeur et compagnie qui doit alerter. Bah non. Et puis en même temps, nous, c'est pour la science. Et en plus, les ligaments se dessèchent et rétrécissent. Ils deviennent alors incapables de maintenir les os ensemble. Donc le squelette finit par se disloquer. Oui, voilà, maintenant ce n'est plus qu'un tas d'os informes. Les doigts et les orteils se séparent en premier, et les grosses articulations en dernier. Bon, là, vous allez me dire... Ah c'est bon, il reste plus d'étapes là. Tu l'as suffisamment fait souffrir ce pauvre Gustave. Eh ben non, il a arrêté de souffrir à l'instant où il est mort justement. Et pourtant, il reste une toute dernière étape. Cela fait maintenant 2 ans que Gustave est décédé. À quoi ressemble-t-il maintenant? Reste-t-il quelque chose de lui sur Terre? Souviens-toi que tu es né poussière et que tu retourneras poussière. Ah oui, là, vraiment littéralement un petit coup de balai et c'est vraiment terminé. Hein. Ciao Gustave. À l'air libre, il faut environ 2 ans aux insectes pour totalement réduire le squelette en poussière. Et comme il n'y a plus de chair, ils se nourrissent plutôt des déjections et des cadavres des autres insectes passés avant eux. Petit à petit, les restes de Gustave sont donc disséminés aux 4 vents. Il ne reste aucune trace physique de son passage sur Terre. Bon, c'est bien triste tout ça, mais est-ce que vous avez envie de vivre dans un monde où Gustave n'existe pas? Ah bah non, clairement pas, t'es malade ou quoi? Mais je vous comprends, moi aussi. C'est vachement mieux quand il est parmi nous et qu'on peut le torturer. Donc, on le ressuscite, quoi. Allez, fais pas la gueule, Gustave. Enfin, ce qu'il en reste. Reviens, lève-toi et marche. Regardez-le, il est tout neuf, c'est comme s'il ne s'était rien passé. Ça va, Gustave? Bon, oui, ça a l'air d'aller. Par contre, tu t'interrogeras sur tes voisins parce qu'ils en avaient rien à foutre de toi, hein, je te le dis. Bon, de notre côté, si on faisait un bilan de notre expérience, on suppose souvent qu'après la mort, il ne se passe plus rien qui nous concerne. Et pourtant, il s'en produit des réactions bizarres dans notre corps. Et même si nous ne sommes pas là pour les voir, beaucoup d'organismes prolifèrent et profitent de la fin d'une vie. C'est un petit peu le grand cycle de la nature qui se poursuit. Et sans la mort, si nous n'avions pas conscience de ce qui nous attend et que le temps nous est compté, quel sens pourrions-nous donner à notre existence? Bon ben voilà, hein, la mort finalement c'est le début de la vie, mais il y a quelque chose qui est bel et bien vivant et qui brille de mille feux. C'est mon autre chaîne d'actualité scientifique et high-tech, l'Astrolabe. Parmi nos dernières vidéos, on a celle qui parle des plus grandes avancées en astronomie sur l'année 2019. Et il y a des trucs de dingue là-dedans. Le lien est juste ici. Du coup sur ce, la Poiscaille, nous, à la prochaine.